Merci d'être venu à cette discussion qui s'inscrit peut-être étonnamment dans un festival de cinéma, mais en fait pas tant que ça. Parce que quand on réfléchissait à comment intégrer des discussions avec des intellectuels, avec des écrivains, avec des gens qui sont plutôt dans l'écrit que dans l'écran, on s'est rendu compte, en discutant avec les gens qui organisent le festival, qu'il y avait un point commun entre beaucoup des films qui sont présentés cette année, qui était l'incertitude. Et moi, ça m'a donné envie de réfléchir à la notion d'incertitude, et en particulier de se poser la question de l'éloge de l'incertitude. C'est une question qui est un peu étonnante aujourd'hui, parce qu'on vit plutôt dans l'inquiétude de l'incertitude. De quoi demain sera fait, la guerre en Ukraine, le Covid, le climat. On a beaucoup d'inquiétudes, en apparence en tout cas, sur notre avenir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis plutôt inquiet. On discutait tout à l'heure de l'éco-anxiété des jeunes, c'est un phénomène très puissant. Mais parce qu'on a un peu l'esprit de contradiction, on s'est dit, on va essayer de faire l'inverse, et de se demander si on pourrait faire l'éloge de la certitude, de l'incertitude, à un moment où avec les datas, les informations, on en sait de plus en plus sur nous, on évoque même des pilules qui permettraient de scanner notre corps à l'intérieur pour savoir si on tombe malade un jour, pour éviter d'être malade, anticiper la maladie, anticiper le risque, bref, faire disparaître l'incertitude, même si à la fin, il y a quand même une certitude. Quoique. Et donc pour en discuter, on a convié une romancière, Brigitte Giraud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Brigitte Giraud est autrice, écrivain, romancière, on ne sait plus comment le dire, écrivain, auteur d'une œuvre déjà importante, d'une dizaine de romans. Le dernier, que je n'ai pas devant moi, mais qui est à la librairie, à la fin il y aura une petite signature, qui s'appelle Vivre vite, est paru à la fin du mois d'août. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est dans la première sélection du prix Goncourt et du prix Femina. C'est un livre sur lequel on reviendra parce qu'il interroge la question de l'incertitude face à un drame qu'on évoquera dans un instant. Et puis à mes côtés, à ma gauche, Étienne Klein, scientifique reconnu par ses pairs et par le grand public. Vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA, je ne me trompe pas? C'est ça. Et grand vulgarisateur de sujets complexes, même si pour lui, rien n'est complexe, ce qui peut être un peu source de complexe pour nous, parfois. Parfois. Alors c'est intéressant parce que déjà, on attend quelqu'un qui éprouve l'incertitude de la SNCF, qui arrivera dans quelques instants, qui est Alexandre Lacroix, qui est directeur de la revue Philosophie Magazine, et qui a aussi une œuvre importante d'essais, sur des tas de sujets, et qui nous permettra d'avancer aussi avec lui. Alors je vais vite leur donner la parole. Juste, on a un scientifique, une romancière. Moi, quand je commence à réfléchir sur l'incertitude, je me dis, le scientifique, il déteste l'incertitude, et la romancière, elle adore l'incertitude, elle en fait son miel, elle aime le hasard dans les romans, etc. Et patatras, patatras. Étienne Klein, je me tourne, c'est pas très poli, c'est pas très galant, mais quand même, on finit par le meilleur. Je commence par vous, Étienne Klein. Ouais. L'incertitude, est-ce que c'est l'ennemi de la science? Et est-ce qu'un scientifique peut faire l'éloge de l'incertitude, là où on imagine que votre travail à vous, c'est plutôt de définir des règles, des normes, des théorèmes, bref, tout ce qui réduirait l'incertitude? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, d'abord, dans sa vie personnelle, l'incertitude, c'est plutôt quelque chose dont il faut faire l'éloge. Si on reprend l'idée de Hervé Le Tellier dans son roman L'Anomalie, qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, l'idée que vous êtes dédoublé par un personnage qui est vous, mais décalé temporellement de 3 mois, par exemple. Et donc, vous sauriez 3 mois à l'avance ce que vous seriez dans 3 mois. Et ça, c'est quand même l'angoisse totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune liberté, puisque vous êtes programmé, et la vie perd toute la saveur que lui donne le fait de ne pas savoir exactement comment seront les circonstances dans 3 mois. Bon. Alors ensuite, si on en vient à la science, il y a autre chose, parce que je trouve que quand on parle de science, publiquement, on fait beaucoup trop, non pas l'éloge, mais l'association entre la science et l'incertitude et le doute. On définit le scientifique comme quelqu'un qui doute. Mais
Moi, je ne connais pas de scientifique qui doute du fait que la Terre est ronde, que l'atome existe, que l'univers observable est en expansion. On ne doute pas du tout. Alors évidemment, on peut défendre un scepticisme radical et douter de tout, sauf du fait qu'on doute. Donc déjà, il y a un petit paradoxe. Mais pour répondre à la question de façon rapide, je dirais qu'il faudrait s'habituer à faire la distinction entre la science et la recherche, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Même si, évidemment, elles ne sont pas tout à fait étrangères l'une à l'autre. Mais la science, moi je la définis comme un corpus de connaissances qui sont les bonnes réponses, jusqu'à preuve du contraire, à des questions bien posées. Et au bout de controverses qui peuvent être très longues, on tranche des questions. Et ce corpus de connaissances qui est la science, par définition, par construction, il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Les scientifiques ne connaissent pas les réponses, les autres non plus. Par exemple, les physiciens se demandent si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. Ça, c'est une question précise. On ne connaît pas la réponse, et si on la connaissait, ça pourrait avoir des conséquences importantes, donc on cherche. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? Personne n'en sait rien. Donc on cherche. Vous voyez que c'est un doute qui n'est pas un doute sceptique, c'est un doute qui est lié à la connaissance. Nous doutons parce que nous savons que nous ne savons pas. Et pour savoir ce qu'on ne sait pas, il faut déjà savoir ce qu'on sait. Donc l'ignorance, c'est l'affaire des savants. Ce n'est pas l'affaire des ignares, qui eux ignorent qu'ils ignorent. Okay. Et donc, le doute, l'incertitude, est vraiment le moteur de la recherche. En même temps que son combustible, parce qu'à mesure que vous répondez à des questions, le doute va se trouver déplacé dans de nouvelles questions. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on l'a fait pendant tous les mois de Covid, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'hymen de science. Et on en arrive à dire, la science c'est le doute. Ah bon? Il faudrait douter de la forme de la Terre? Il faudrait douter du fait que l'atome existe? Non. Non, donc notre rapport à l'incertitude, pour répondre de façon savante, il est dialectique. Bon. Je me tourne vers la romancière, pas pour y comprendre plus, parce qu'on a bien compris, c'était très clair. Si je résume, le scientifique, il doute, le chercheur... le scientifique ne doute pas, le chercheur, il doute. Le scientifique se nourrit de certitudes, le chercheur les recherche. Bon, on y en sera. Je me tourne vers la romancière. Tout à l'heure, je disais un mot du livre. Il faut quand même que j'en donne peut-être l'idée essentielle. C'est une histoire, un récit personnel qui est celui intime de la disparition, il y a quelques années, de votre mari, mort dans un accident de moto. Donc, a priori, l'incertitude est totale quand il s'agit d'un accident. C'est le hasard ou le destin, on discutera de ces termes-là qui ne sont pas loin de nos sujets du soir. Mais votre récit s'attache à reconstituer tout ce qui s'est passé dans le plus grand des détails pour dire que tout ce qui s'est passé aurait pu ne pas se passer, que tout s'est joué à des micro-détails qui, mis au bout les uns des autres, ont construit le drame et l'horreur. Donc la question que je voulais vous poser, et c'est en ça que la romancière pense un peu différemment de ce que j'imaginais quand je parlais de l'incertitude, vous avez essayé, dans ce récit, de recréer des conditions de certitude d'un événement qui est pourtant incroyablement réel, mais aussi hasardeux. C'était quoi l'enjeu pour vous? Est-ce que l'enjeu, c'était de remettre un sens à une histoire qui, malheureusement, en a peu? Bonjour à tous. C'est précisément cela, en effet. C'est l'histoire, en effet, d'un homme qui se tue en moto il y a maintenant une vingtaine d'années, dans des circonstances qui sont demeurées inexplicitées, c'est-à-dire un accident seul. Je me retrouve avec un rapport de police extrêmement laconique, quelques lignes, le jour, la date, le lieu,
Et à partir de ce moment-là, pour le cerveau, c'est très compliqué de vivre quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de logique, qui n'est pas rationnel et qui échappe à tout cela. Donc évidemment, il y a d'une part l'accident qui n'est pas expliqué, mais d'autre part, il se trouve qu'il s'est passé les jours qui ont précédé l'accident, les semaines, les mois et même les années avant, tout un tas de circonstances, ce qu'on appelle le cours des choses, qui font que, mises bout à bout, constituent une sorte d'arbre généalogique, je l'appelle de cette façon, qui vont conduire, alors dans mon histoire, elles vont conduire à l'accident de cet homme, et en même temps, je sais très bien que quand rien de grave ne se passe, on ne va pas mener une enquête sur sa vie, les jours, les mois et les années qui ont précédé. J'avais en tête un modèle de deux plasticiens suisses qui s'appellent Fischli et Weiss, qui ont mis au point dans leur atelier ce qu'ils ont nommé le cours des choses, der Läufe der Dinge, dans leur langue, et c'est eux qui ont inventé cette chose-là du point de vue des plasticiens qu'ils sont. Et vous pouvez accéder à ces petits films sur YouTube qui vous montreront leur dispositif. C'est extrêmement passionnant. C'est par exemple une bille qui roule sur un rail, qui va tomber dans un pot dans lequel il y aura de l'eau. L'eau va déborder, va actionner une manette, etc., etc., etc. Je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de choses. C'est assez fascinant parce qu'à la fois vous espérez que tout va se dérouler comme prévu, et en même temps, quelque chose en vous espère, de façon plus ou moins saine ou malsaine, ou ludique plutôt, que quelque chose va dérailler dans ce grand... Et c'est avec des objets qu'ils ont simplement récupérés de leur atelier. L'écriture de ce livre, je la voulais de cette façon-là, mais elle m'a permis surtout de faire aussi le portrait d'une époque. C'était la fin des années 90, donc l'extrême fin du XXe siècle, au moment où nous ne disposions pas encore de téléphone portable. Il y a une scène qui... Tous les chapitres du livre commencent par « si ». Si j'avais fait ceci ou si quelqu'un avait fait cela, avec aussi de l'ironie et de l'humour, malheureusement, parce que nos vies sont parfois extrêmement... comment dire, c'est très intéressant de les regarder 20 ans après, parce que parfois on se sent minable, parfois on se sent totalement incomplet, parfois on se sent obsessionnel. Donc je montre aussi tout cela, et ça me permet de poser les questions de savoir qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'une ville à telle époque, de quelle façon on communique, parce que dans tous les si, évidemment, il y a, et puis je vais arrêter, il y a un lieu qui est primordial et qui est au cœur du dispositif, qui est une maison. Et juste pour terminer avec ça, parce que la maison en fait est au cœur de ce qui a provoqué l'accident, de façon directe ou indirecte, et j'essaye de montrer, et j'essaye d'expliciter aussi pour moi-même, avant tout, pourquoi cette folie qui nous gagne parfois, que j'appelle moi la folie immobilière, qui est de se sentir pas très bien dans le lieu dans lequel on vit, pourquoi on est dans une quête effrénée d'idéal, et pourquoi est-ce qu'il nous manquerait toujours un élément à la vie, dans notre vie, pour être enfin ce qu'on appelle heureux, avec tout un tas de guillemets. Donc le livre est une façon de repasser par toutes ces étapes et de dresser le portrait d'une ville, d'un homme, d'une personne, d'une famille, etc. et d'une époque, et ce qui me paraissait extrêmement important. Et dans cette certitude qui est la mort de votre mari, vous allez chercher à raconter ce qui aurait pu ne pas se dérouler. Enfin, c'est ça qui est assez vertigineux en fait quand on vous lit. Parce que, enfin, allez-y, je vous ai coupé. Non, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, rien ne s'est passé comme prévu. Vous changez le micro, l'autre micro a l'air meilleur. Je sais plus ce que je disais. Oui, ce que je disais, c'est que... L'incertitude fallait le demander avant, oui.
je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est que oui, comme je le disais, rien ne s'est passé comme prévu, mais qu'est-ce que veut dire le comme prévu? Par exemple, moi j'ai déplacé le jour d'un voyage à Paris pour aller faire un service de presse chez mon éditeur. J'aurais dû aller tel jour, mais il se trouve que comme nous avions les clés à l'avance, j'ai décalé. Je n'aurais pas dû avoir les clés à l'avance, mais comme j'ai fait les pieds et des mains au pied du notaire pour avoir les clés à l'avance, non, le notaire n'aurait pas dû me les donner, mais comme, voilà, et toute notre vie peut tenir là-dessus, toutes nos vies de chacun d'entre nous peuvent tenir là-dessus. Et on sait très bien que tout se joue à une journée près, etc. Et quand il ne se passe rien de grave, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas regarder comment s'est passée l'une de nos journées. Donc c'est vraiment aussi une façon de regarder dans le détail, j'allais dire le détail qui tue, hélas, comment nous vivons et comment nous travaillons autour de ce principe d'incertitude. Là, le livre fonctionne à l'envers. On sait d'emblée que le drame a eu lieu, mais c'est une façon... C'est comme si j'essayais de donner une chance à l'histoire de se dérouler autrement. Voilà. C'est ça qui est très, très beau dans ce livre, en fait. C'est que, exactement comme dans ces jeux que vous évoquiez il y a un instant, on sait, nous, parce qu'on sait comment ça se finit, et on s'est dit au début, et je crois, au début du livre, tout de suite. Et on a effectivement envie que cette moto ne se trouve pas à cet endroit-là, et on sent, à vous lire, qu'il y a quand même un mystère. Il y a quand même un mystère de cette mort, qui est à la fois, j'imagine, insupportable à accepter, et en plus, un mystère même technique. Vous allez chercher jusqu'à la notice de la moto. Enfin, on sent... mais c'est pas du tout un artifice romanesque ou romantique, pas du tout. Vous avez les mains dans le cambouis. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce livre, c'est un livre d'enquête. Je mène l'enquête, c'est une enquête littéraire, donc c'est, j'espère, assez agréable à lire. C'est pas du tout un manuel d'utilisation. Et il y a un moment, j'essaye de voir comment... Alors, on appelle cela l'effet domino, hein, ça a plusieurs noms, l'effet domino, l'aile du papillon, etc. J'essaye de voir, par exemple, comment le Japon, qui est un pays qui est situé à 10 000 km de mon centre névralgique d'existence en France, puisqu'il s'agissait d'une Honda 900 CBR Fireblade. Fireblade, ça veut dire lame de feu. Donc on peut dire aussi lame de fond, qui appartenait à mon frère, qui n'aurait jamais dû se trouver dans cet endroit, puisque 3 jours avant, nous n'avions pas de maison, donc pas de garage. Enfin, tout est totalement presque une folie à l'œuvre, mais qui est juste une folie extrêmement ordinaire. Donc à un moment, évidemment, je dois enquêter sur cette moto, parce qu'il se trouve que cette 900 Honda n'était pas commercialisée au Japon parce que jugée trop dangereuse, mais réservée pour l'exportation en Europe et notamment en France, en Italie, en Allemagne. Donc ça me permet aussi d'interroger la mondialisation, le libéralisme, toutes ces choses qui sont extrêmement cruelles avec nous. Et je fais une focale importante et qui m'a beaucoup intéressée sur cet ingénieur Tadao Baba, qui est un type remarquable, qui a mis au point ce moteur à la demande de la firme Honda pour des raisons très particulières. Et je me rends compte que ce Tadao Baba est un héros dans son pays. Le Japon est un pays qui célèbre ses ingénieurs, ce qui ne se passe pas tellement en France. Et je me rends compte qu'il y a tout un tas d'objets à son effigie. Des housses de portable, des t-shirts, des tatamis de judo et même des rideaux de douche. Voilà. Et donc ce livre me permet aussi d'aller très loin, d'organiser une folie qui peut être la mienne, de la borner et d'aller très loin dans la vie qui est la nôtre. On a bien là l'aile de papillon, le battement d'aile du papillon à l'autre bout du monde. Étienne, comment vous entendez ça? Ces liens de causalité, ce besoin aussi d'en trouver du sens à des éléments qui en manquent parfois. Bon, je dois dire que je n'ai pas encore lu votre livre, hein, mais je comprends quand un drame se produit, qu'on cherche à l'insérer ou à le comprendre comme la suite ou la conclusion d'une série causale. Il y a une part de contingence dans l'accident, et il y a une part de détermination. Mais l'esprit réclame qu'on lui trouve un sens en montrant quelles sont les choses qu'on aurait pu faire qui, n'ayant pas été faites, ont peut-être conduit à l'accident. Alors, ça me fait penser à une histoire que raconte souvent Jean-Pierre Dupuy, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur ces questions de causalité, etc. Quand il y a eu l'accident de l'avion Rio-Paris, sa fille vivait au Brésil et elle devait prendre cet avion, et puis pour de mystérieuses raisons, elle l'a décalé d'une journée. Elle est partie seulement le lendemain. Et son père lui a dit, mais si tu avais pris l'avion, comme prévu, tu serais morte. Et elle a répondu, cette phrase qui interroge votre démarche, elle lui a répondu, non, si j'avais pris l'avion, comme prévu, il ne serait pas tombé. D'accord ?
Et vous voyez que, voilà. Et donc les notions de hasard et de destin, qui sont souvent opposées, parce que le hasard, par définition, c'est ce qui est contingent, c'est-à-dire ce qui aurait pu ne pas se produire. Et le destin, au contraire, c'est la marque d'une détermination qui fait que les enchaînements s'enchaînent selon une progression causale. Mais en fait, dans le langage courant, les mots hasard et destin sont presque synonymes. Parce que le mot hasard, il signifie aussi bien ce qui n'a pas de cause que ce qui a une cause qu'on ne connaît pas. Juste pour finir, et d'ailleurs, le symbole même du hasard, c'est le dé. Vous lancez un dé, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance quelle phase va apparaître. En fait, le mouvement du dé, il est complètement déterministe. Si on ne peut pas le prévoir, c'est non pas parce qu'il n'est pas déterminé, mais parce qu'il y a tellement de causes qui font que c'est tel résultat qui va se produire plutôt que tel autre, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas gérer, que nous avons l'impression que c'est de l'aléatoire. En fait, le mot hasard en arabe, je crois, ça veut dire dé. D'accord ? Et le dé, c'est tout sauf du hasard. C'est complètement déterministe, mais comme ça n'est pas prédictible, nous disons que c'est du hasard. Autrement dit, c'est un hasard, entre guillemets, qui est dû à des causes qui nous échappent. Et donc, dans votre démarche, je sens une espèce d'ambivalence entre ces deux notions, le hasard comme étant l'agent secret d'un destin caché, ou le hasard comme étant de la contingence pure. Merci. Alexandre est arrivé. L'incertitude de la SNCF est arrivée. Alors, ce micro ne marche pas très bien, donc je vais passer celui-là. Une question aux profs de philo, aux philosophes. On a besoin de la notion d'incertitude. Comment les philosophes l'ont appréhendée dans l'histoire? Moi, j'ai noté Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Mais j'imagine qu'il y a des écoles de philosophie. Est-ce qu'on pourra avoir un espèce de panorama en quelques secondes non, et pour qu'on sache un peu, parce qu'il y a des jeunes, il y a des plus jeunes ici qui sont peut-être des élèves de terminale et qui seront peut-être très contents d'avoir un rapport entre l'incertitude, la vérité, etc., ces questions-là. Bon courage. Oui, c'est ça, bienvenue. Oui, alors, merci à tous d'être présents. Désolé pour cette illustration un peu fracassante de l'incertitude qui gouverne nos existences. Ça me serait difficile de vous présenter l'histoire complète de la notion d'incertitude. Ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai l'impression que par notre formation, alors je parle sans avoir assisté à la conversation qui a précédé, mais nous avons une formation, peut-être une tradition, un esprit français un peu cartésien qui fait que nous avons été éduqués, me semble-t-il, dans une forme d'aversion à l'incertitude. Nous préférons d'ailleurs parler, je crois, de risque ou de probabilité, parce que quand on parle de risque ou de probabilité, on parle d'objets qu'on peut mathématiser dans la vie active, dans la vie professionnelle. Parler de risque, de probabilité, c'est la possibilité d'établir des provisions, d'établir des procédures de réponse aux risques et aux probabilités. Dès qu'on commence à citer le mot d'incertitude ou de citer le mot d'imprévu, on entre dans un univers qui semble se dérober. Alors c'est vrai que Descartes, dans son discours de la méthode, 1637, se donne à lui-même une maxime, une règle de vie qui est assez particulière et qui nous imprègne, je crois, c'est celle de s'en tenir toujours à ses décisions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la racine d'une décision qu'on prend dans l'existence un peu d'incertitude. La décision peut être arbitraire, mais ce qui importe, c'est d'être ferme et résolu et de maintenir la décision. L'exemple canonique, c'est l'exemple de la situation où vous êtes perdu en forêt. Et la méthode de Descartes pour se sortir de cette forêt, c'est de choisir une direction, peu importe laquelle, et de marcher très longtemps, parce que vous finirez bien par quitter la forêt, il y aura une lisière, vous allez en sortir. Alors évidemment, si on s'imagine qu'on est sur une planète entièrement recouverte de forêt, et qu'il n'y a pas de lisière, on voit bien que la méthode cartésienne va nous amener à quelque chose qui, au mieux, nous fera faire la circonférence complète de la planète, mais plus certainement nous fera mourir d'épuisement. Et donc, on voit bien que cet état d'esprit ou ces maximes avec lesquelles nous avons grandi, qui sont assez simples et qui sont construites sur une forme d'aversion vis-à-vis de l'incertitude, peuvent nous amener à une forme de rigidité devant
le caractère mobile de nos existences, les coups du sort qui peuvent nous frapper, les imprévus qui finissent par surgir. Donc j'ai l'impression que nous avons une tendance, je dirais en particulier en France où les élites, où la sélection à l'école se fait beaucoup par les mathématiques, on a cette tendance à cultiver une forme d'aversion à cette incertitude ou à cet imprévu et que nous devons en quelque sorte nous corriger nous-mêmes de notre aversion, lutter contre notre aversion à l'incertitude, l'accepter pour tout simplement être dans une ouverture à ce qui nous advient. Alors, pour avancer un peu, est-ce que vous avez le sentiment, les uns les autres, en tant que citoyens, mais aussi en tant que professionnels, que dans le monde dans lequel on vit, je commençais tout à l'heure en évoquant, Alexandre n'était pas encore arrivé, les menaces qui pèsent sur notre avenir, qui sont bien réelles, qui peuvent accentuer cette aversion pour l'incertitude, est-ce que ça peut nourrir par des mécanismes peut-être de protection individuelle, des mouvements complotistes qui nous offrent des certitudes, des explications simples? Est-ce que finalement l'incertitude qu'on craint ne fait pas le lit de fausses certitudes? Peut-être que Étienne peut réagir à ça. Alors là, quand on associe incertitude et science, moi je la vois apparaître de deux façons. La première, c'est que, je viens de le dire, la science produit des connaissances. Mais la science produit aussi de l'incertitude par le fait qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Par exemple, la physique nucléaire ne nous dit pas si on doit faire des centrales nucléaires. Elle nous dit comment les faire. Pareil pour la biologie avec les OGM. Et donc il y a une forme d'incertitude, c'est que faisons-nous des potentialités offertes par la science. Bon, donc ensuite, il y a une incertitude à propos du futur qui vient du fait qu'il y a des choses qui sont déterminées. Par exemple, on parle beaucoup du climat. Les équations qui pilotent le climat sont des équations qui montrent que l'évolution du climat dans les 3 prochaines décennies, en gros, elle est jouée. C'est-à-dire qu'elle est déterminée par ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des constantes de temps, thermiques et autres, notamment relatives au couplage entre l'océan et l'atmosphère, qui montrent que quoi qu'on fasse, ça va continuer à s'échauffer. Et nos actions, à partir de maintenant, n'auront d'effet que pour la suite. Et du coup, nous ne pourrons pas prédire ce qui va se passer au XXIe siècle, à la fin, parce que nous ne savons pas dire à l'avance comment l'humanité va se comporter. Et comme ce qui va se passer dépend de ce que l'humanité va faire, eh bien, il y a une incertitude qui vient là provoquer notamment une forme d'éco-anxiété. Et ça pose la question de savoir comment, quand on est scientifique, on parle de tout ça. Enfin, mes collègues climatologues, ils voient bien que quand ils annoncent des résultats qui aggravent ce qu'ils pensaient auparavant, ils savent qu'ils vont être pris pour des catastrophistes. Ça peut enclencher des mécanismes de repli, notamment chez les adolescents, qui se disent « mais dans quel monde est-ce qu'on va vivre ?» Il paraît, c'est un sujet de colloque qui se déroule en ce moment à Paris, que beaucoup de gens sont captés par des sectes qui justement profitent de ce climat de fin du monde qui semble gagner aujourd'hui certains esprits, quoi. Donc c'est délicat d'annoncer des mauvaises nouvelles. Comment est-ce qu'on fait pour que ça invite à lutter plutôt qu'à se résigner? Et pour finir, je dirais que... Alors je crois que c'est Kant qui disait « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter », mais j'ai jamais retrouvé la source. C'est Nietzsche. On le donne toujours à Kant, on l'attribue toujours à Kant. Non, et l'idée exacte, c'est que c'est la quantité de contradiction. Ben, moi, la citation que j'ai lue, c'est la quantité d'incertitude. Bon, bref. Un philosophe a dit que... Voilà. Ça marche pas. C'est pas si loin, l'incertitude et la contradiction. Peut-être on va pouvoir réfléchir à ça. Hein. Non, c'est le fait de pouvoir accueillir en soi-même des positions contradictoires. L'ambivalence. Alors, l'incertitude interne. J'avais entendu Jean d'Ormesson un jour dire un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. C'est plutôt d'ailleurs une définition de la confiance en soi. Un pessimiste, c'est un gars qui ne fait pas de mots croisés parce qu'il a peur d'échouer. Et donc la bonne attitude, c'est de faire des mots croisés, mais avec un crayon à papier et une gomme. Et je pense qu'on est dans cette position-là qu'il
faut plutôt adopter, c'est-à-dire tenter des choses et être prêt à les corriger. Brigitte, je me tourne vers vous à nouveau. Comment vous regardez ça en tant que femme de lettres? Tout à l'heure, je disais, hein, l'écrivain accueille le hasard, accueille le destin. Les mots qu'employait tout à l'heure Étienne sur le hasard et le destin, je pense, vous ont fait réagir. Oui, parce que le livre, d'une certaine façon, pose la question sans la poser, mais le lecteur se la pose. C'est finalement de savoir est-ce qu'il y a un destin. Le Mektoub, c'était écrit. On entend beaucoup hein, cette chose-là. Beaucoup de personnes y croient dur comme fer, d'autres sont très éloignées de ce rapport au destin. Moi, ce qui m'intéresse, alors je savais que je serais très vite hors de la conversation parce que je n'ai pas les... je trouve ça extrêmement passionnant, donc je vais rester dans la façon plus intuitive que j'ai de ressentir le monde et de le retranscrire par l'écriture en tant qu'écrivain. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui m'a intéressé dans l'écriture de ce livre, c'est la notion de choix. Parce qu'à chaque moment de notre existence, 10 fois par jour, tous les jours de notre vie, nous sommes sommés de faire des choix. Ce qui est terrible, ce qui est épuisant, ce qui est vraiment exténuant. Alors il y a des petits choix tout simples, ne serait-ce que de choisir un menu au restaurant. Moi, par exemple, je ne sais pas faire. Je ne fais jamais le bon choix et j'ai toujours envie, après coup, je trouve toujours que mon voisin a fait un meilleur choix que moi, tout le temps. Mais je n'y arrive pas, parce que je me dis tout le temps, c'est le moment de manger du poisson, j'en fais pas chez moi, enfin bref, en fait, j'ai pas envie d'en... Enfin, bon. Ça marche aussi au péage. Au péage, Mais, ça marche aussi. Oui, ça marche de partout, à la queue, à la caisse, bon bref. Mais ça, c'est des petits choix qui n'ont pas beaucoup d'incidence. Des choix plus fondamentaux qui sont des choix par exemple, d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. Dieu sait qu'en ce moment, avec l'incertitude, ce sont des questions qui planent peut-être plus. En même temps, j'en sais rien, mais je pose la question. Et dans le livre, ce qui est important, c'est cette idée de déménagement. Pourquoi à un moment, on se sent totalement dans un désir très fort de déménager, d'acquérir une maison, de vouloir rénover cette maison, de se mettre devant soi finalement une espèce de montagne à gravir qui peut après coup paraître totalement folle, d'autant quand on se rend compte qu'elle a déclenché une suite de circonstances qui ont abouti indirectement au pire. Et l'idée ce livre me permet, moi, de regarder de très près certains choix, parce qu'on peut penser que d'acheter une maison, on peut imaginer que c'est quelque chose qui peut être idéologique, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est pour posséder, acheter, comme on dit, accéder à la propriété. Et en fait, je me rends compte en écrivant, et c'est pour ça que l'écriture de textes littéraires et d'autres textes est extrêmement passionnante, c'est que je me rends compte que finalement, il y a parfois quelque chose qui nous fait agir à notre insu, ce qu'on appelle l'inconscient, qui va nous renvoyer à ce qu'ont vécu, par exemple, certains de vos ancêtres qui ont été expulsés, qui sont partis en exode, qui ont été en exil. Et on se rend compte que finalement, l'achat d'une maison, ça n'a rien d'idéologique, mais ça peut être quelque chose mu qui vient voilà, par une urgence qui est bien plus lointaine. Donc, alors peut-être que je m'éloigne un peu, mais il me semble que le rapport au choix est quelque chose qui, dans notre monde contemporain, est terrifiant. C'est ce que j'allais dire, parce que je me tourne vers Alexandre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui a à voir avec notre modernité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement. Un mouvement à la fois où il y a beaucoup d'éléments de réduction d'incertitude, parce qu'il y a de l'information, parce qu'on a les téléphones portables. Tu disais qu'il n'y avait pas de téléphone portable avant. On sait où les gens sont en permanence, etc. Et par conséquent, peut-être qu'il y a un rejet de l'incertitude, là où par le passé, où par exemple on ne changeait pas de maison, puisqu'on héritait de la maison de ses parents, où il y avait une existence qui était, disons, plus balisée peut-être, on est peut-être moins inquiet, et on pouvait peut-être accueillir davantage d'incertitude. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la modernité? Et puis après, j'aurais une autre question à la pivot, et Dieu dans tout ça, parce que j'ai quand même l'impression que Dieu est le grand réducteur d'incertitude. Mais ce sera pour Étienne, ça. Je ne sais pas si vous avez parlé du cœur du roman de Brigitte, moi que j'ai lu avant de venir et qui m'a marqué. Je voudrais réagir aussi à ces questions de choix. Le roman, vous en avez peut-être parlé, construit avec une série de si. Voilà. Et il se trouve que j'ai moi-même été marqué par un deuil très dur, très important
toute la manière dont j'ai grandi. J'ai écrit aussi sur ce sujet, donc c'est pas une chose secrète, mais à l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père dans des circonstances extrêmement violentes. Et pendant la première année de deuil, ou les 2 premières années de deuil, je faisais exactement comme dans le roman de Brigitte. Enfin, j'avais 12-13 ans, mais je me disais, mais alors si, comme il s'était suicidé, et que j'étais là, à ce moment-là, que j'ai découvert, je me disais, mais si je m'étais levé plus tôt, si la veille on avait fait autre chose, donc avec des si, j'essayais d'esquiver ce qui s'était passé. Je me disais, mais peut-être qu'il aurait suffi de peu de choses pour que le passage à l'acte ne survienne pas. Et puis, en fait, assez vite, la question s'est entièrement retournée. C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce que je suis capable de penser ce que serait ma vie si cette mort n'avait pas eu lieu? En fait, non. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que ça signifierait, puisque comme je grandis avec et que je me construis entièrement par rapport à ce drame, en fait, ce serait m'enlever presque ce que je suis que d'essayer d'imaginer que ça n'ait pas eu lieu. Et donc, ce qui me semblait le plus absurde, ou le plus arbitraire, est devenu le plus nécessaire, ou le plus incertain devient le plus certain, je ne sais pas comment le dire. Et je trouvais qu'il y avait une résonance intéressante, quelque chose d'intéressant dans ce processus par lequel on se dit d'abord, mais cette mort est une terrible injustice, quelque chose, un hasard, quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Et il y a ce second regard qui arrive. On se dit, mais non, en fait, il n'existe aucun monde dans lequel cette mort n'est pas advenue, en fait. Ces mondes-là ne sont que des vues de mon esprit. Ils ne disent qu'un seul monde, et dans ce monde, je dois vivre avec cette mort, et cette mort me définit profondément. Donc ça, c'était pour rebondir sur ce texte que je trouve intéressant sur le processus de deuil. Alors, il y a d'autres choses dans la question. Est-ce que la modernité bouleverse notre rapport à l'incertitude? Bien sûr, la modernité nous offre un GPS existentiel. Nous avons des procédures rationnelles, nous sommes disposés, nous sommes dans la voiture, même dans un pays inconnu, on programme congrès, palais des congrès, Montélimar, c'est bon. On ne se perd plus aujourd'hui. On ne se perd pas, et tourne à droite, tourne à gauche. Nous sommes placés comme sur un GPS existentiel, la trajectoire est optimisée. Ça vaut pour tout, hein. C'est-à-dire que on connaît du point de vue diététique la manière d'optimiser son existence, on sait quelles sont les quantités de graisse, de sucre qu'il faut consommer, le sport c'est pareil. On sait que si on est bon en maths et qu'on est en terminale, il faut plutôt faire une classe prépa. Là, on sait qu'il faut plutôt s'orienter vers des études de commerce ou d'ingénierie. Si on est enfin, on a un GPS existentiel incorporé, et c'est vrai qu'on a quand même envie à un moment donné, quand ces procédures de résolution rationnelle de tous les problèmes qui se posent à nous nous conseillent d'aller à gauche, peut-être un jour d'aller à droite, quoi, juste pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire de reprendre en quelque sorte la main sur ces procédures de résolution rationnelle des problèmes existentiels qui nous emmènent tous au même endroit. Parce que si toute votre vie, vous conduisez suivant ce qu'ordonnerait la raison, vous ne deviendrez jamais un spécialiste d'antiquité étrusque ni océanographe. C'est-à-dire, vous ne deviendrez jamais quelque chose d'un peu bizarre, ou d'un peu particulier, ou d'un peu singulier, parce que c'est gaussien en fait. C'est-à-dire qu'on vous évite le risque, et éviter le risque, c'est aller dans la voie qui semble être la voie royale, mais qui est en fait une voie médiane. J'ai oublié l'auteur, bien sûr, peut-être va m'aider. Ça me rappelle un roman sorti il y a 2-3 ans, d'une Française qui raconte qu'elle est aux États-Unis, mais c'est un roman. Et elle se perd volontairement, elle va n'importe où, mais elle sait que, où qu'elle soit, elle allume le GPS, elle pourra rentrer chez elle. Donc elle joue le double truc. Elle joue à se perdre, en sachant très bien qu'elle se retrouvera. J'ai oublié le nom de l'auteur. Étienne, et Dieu dans tout ça? C'est mon petit côté Bernard Pivot. Oui, alors, déjà quand même sur le Il veut pareil. Non, parce que si je vais répondre, mais on parlait d'alpinisme avant de venir ici avec Thomas, et si on regarde l'histoire de l'alpinisme, moi si j'ai de l'admiration pour les pionniers, ceux qui ont fait les 4000 au XXe siècle, c'est des gens qui partaient sans avoir aucune indication sur la météo. Par rapport à aujourd'hui, on sait exactement quand l'orage va éclater, à quel endroit, s'il va être tourbillonnant ou pas. Donc ça, on ne se rend pas compte parce que c'est les mêmes voies, c'est les mêmes sommets, c'est pas presque le même matériel, mais on a une information, nous, que n'avait pas, et ça change complètement la façon de gravir les montagnes. Alors Dieu
Je précise juste avant ça que Étienne est un grand alpiniste. Non. Si. Alors, Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'était une façon de reprendre le mot de Chamfort qui dit le mot hasard, c'est le sobriquet de la providence. Et ça a enclenché un débat qui est un des plus grands débats du XXe siècle sur le statut du hasard en physique, à propos de ce qu'on appelle la physique quantique. Je n'ai pas le temps de faire un cours, mais en gros, la physique quantique vous dit, voilà, une particule peut être dans un état qui est la somme de deux états. Elle peut être A plus B. A, c'est la position c'est la particule qui est dans la position A. B, c'est la particule qui est dans la position B. Elle est dans un état qu'on appelle superposé, A plus B. Vous faites une mesure de la position de la particule, vous trouvez A. Ben, Einstein dit, ben, c'était A avant. Donc la physique quantique qui nous dit qu'avant c'était A plus B est incomplète, il lui manque des informations qui, si on les avait, nous permettraient de prédire à coup sûr que ce sera... En fait, quand c'est A plus B, on a une chance sur deux de trouver la particule en A et une chance sur deux de la trouver en B. Et Einstein disait, ces probabilités-là sont la marque d'un faux hasard qui est lié à notre méconnaissance des détails fins du système. Si on les connaissait, on pourrait prédire avec certitude, donc une probabilité égale à 1, si c'est A qu'on trouve ou B qu'on trouve. Et ça a enclenché un débat qui va durer des décennies, qui va être tranché par une expérience, et qui montre que cette lecture d'Einstein de la relativité n'était pas correcte. Et que, en gros, quand on fait une mesure sur un système qui est dans un état superposé, le fait que ce soit A ou bien B qu'on trouve relève d'un hasard pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètres cachés qui, si on les connaissait, nous permettraient d'éliminer ce hasard. Et donc, contrairement à ce qu'il imaginait, Dieu, et c'est là que je réponds à la question de Thomas, Dieu joue au dé. Mais comme les dés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont déterminés, en fait, ils ne jouent pas vraiment. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci. Il nous reste 2-3 minutes parce qu'on voudrait garder un peu de temps pour les signatures des livres des uns et des autres. Juste quand même la question de Dieu. Je la repose quand même, c'est pas une obsession de ma part, mais est-ce que Dieu n'est pas le grand réducteur d'incertitude pour des milliards de personnes? Je crois pas, je crois que ça pose beaucoup de problèmes de croire en Dieu, de maintenir cette croyance dans des tas de circonstances, quand on perd quelqu'un de cher, par exemple. La croyance en Dieu peut vous mettre dans des colères ou dans des conflits avec vous-même ou avec le monde. Non, moi je connais les écrits de Yankelevitch sur Dieu après la Shoah. Par exemple, oui, pourquoi Dieu a-t-il permis le mal? Il y a des tas de contradictions qui naissent quand vous commencez à croire en Dieu. Non, je dirais qu'il y a deux sensibilités en philosophie, il y a deux grands courants. Il y a des gens qui pensent que fondamentalement l'univers, le cosmos est un, sans même parler de Dieu, qui a un ordre, qui a un être, qui a une essence, qui a quelque chose de l'ordre d'une unité, et d'autres qui pensent que ça c'est beaucoup trop englobant, que c'est beaucoup trop général, beaucoup trop abstrait, et que ce dont on fait l'expérience c'est du multiple. Vous voyez très bien se dessiner deux sensibilités, ceux qui pensent, comme c'est mon cas, que l'univers, ce qui est, c'est plutôt du multiple, pensent qu'il ne peut pas exister de système d'explication complètement englobant, qu'il y a des registres de discours, le registre de discours de la religion, celui de la philosophie, celui de la science, qui chacun prennent en charge une petite parcelle ou qui éclairent d'un coup de projecteur ce qui est d'une certaine manière. Si vous pensez que fondamentalement l'univers est multiple aussi, ça veut dire que dans cette multiplicité d'entités, des étincelles vont jaillir. L'aléa est d'autant plus possible qu'il y a une multiplicité de causes séparées les unes des autres. Si au contraire vous pensez que c'est fondamentalement un, par exemple que derrière le Big Bang il y a un Fiat Lux ou il y a une opération précise, ordonnée, alors à ce moment-là, vous voyez très bien que vous êtes dans ceux qui sont attirés par l'unité, fondamentalement, vont être dans une forme de rejet de l'incertitude. Autrement dit, il y a des philosophies plutôt matérialistes, plutôt épicuriennes, plutôt sceptiques, qui sont du côté plutôt pragmatique aussi, pour parler du pragmatisme américain, qui sont du côté de la certitude, c'est Montaigne, c'est Épicure, c'est toute une voie, c'est Nietzsche, c'est toute une voie en philosophie, et puis d'autres qui sont du côté de l'unification des principes d'explication, et
avec des degrés divers. C'est la voie qui va de Platon à Kant en passant par Aristote. C'est sans doute la voie dominante en philosophie. Et donc, dans un cas, il y a accueil de l'incertitude du côté du multiple, et dans l'autre cas, dans le cas de l'unité, on pense que l'incertitude, c'est juste un degré de connaissance imparfait du réel ou de l'univers qui nous amène à dire qu'il y a de l'incertitude. Je suis content parce que j'ai eu mon petit cours de philo que je demandais au début, je l'ai eu à la fin. Voilà. Merci infiniment à tous les trois. 3 causes, celle d'Alexandre, celle d'Étienne et celle de Brigitte, qui ont fait jaillir, je crois, plus d'intelligence. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Et